C'est de l'amiante qui provient de déconstruction de bâtiments, qui provient de déconstruction de navires. Notre fameux Clémenceau avait beaucoup d'amiante à bord, comme vous savez, sauf qu'il est allé se faire désamianter ailleurs. Donc ici, nous avons des gens qui veulent venir pour obtenir un caillou vitrifié, ce qu'on appelle le cophalite, qui leur exonère toute responsabilité. Si vous êtes propriétaire d'amiante, que vous allez en décharge aujourd'hui, vous êtes indéfiniment responsable de votre amiante qui est mise en décharge. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous exonérer en disant elle est en décharge, c'est quelqu'un d'autre qui prend le risque. Une loi européenne. Alors on le sait assez peu souvent. Et quand on veut, comme on dit, nettoyer son bilan dans une société, en particulier des grosses sociétés, eh bien on décide de vitrifier son amiante. Ceci dit, 6 000 tonnes d'amiante sur 200 000 tonnes d'amiante qui sont sorties tous les ans en France, c'est très peu, et on est les seuls au monde à faire ça. EDF avait commencé, ça a été une des réindustrialisations du site d'Arjusan quand EDF est parti. Quand j'ai pris cette société en 2000, elle faisait 30 millions de francs de chiffre d'affaires et 40 millions de francs de pertes. Aujourd'hui, on fait environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est à peu près positif. Ici, tout dépend du traitement. On a des fours extrêmement compliqués à mettre en œuvre. Les torches à plasma sont à 4000 degrés, l'amiante fond à 1700 degrés et la tenue de nos réfractaires est 1800. Donc c'est un peu comme dans votre cheminée, si vous voulez, si vous êtes toujours à la fusion du réfractaire, et ben quelquefois vous avez des petits problèmes. Et comme je ne peux pas appeler un camarade au Japon ou ailleurs qui fait la même chose que moi, de temps en temps on est un peu à court d'idées et on n'arrive pas à traiter tout ce qu'on voudrait. Donc voilà un peu l'explication. Mais grosso modo, c'est 10 millions de francs 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est généralement ce que fait cette usine là-dedans. Prévision de croissance assez peu, c'est-à-dire qu'on ne va pas en remettre une autre ici. Bien sûr, il y aurait beaucoup d'autres amiantes à sortir, mais ce que nous demandons comme prix est très cher, puisqu'ici nous sommes à 1200 à 1500 euros la tonne, alors que les décharges sont à 200 ou 500 euros la tonne. En même temps, on ne fait pas le même métier. Il y a des charges stock, garde, votre déchet. Nous, on le détruit. C'est complètement différent. En plus de ça, il y a une idée un peu du plus jamais ça. Vous savez que l'amiante pose des problèmes de santé énormes. On attend jusqu'à 110 000 morts par l'amiante quand même. Surexposition à l'amiante qui se déclenche 30 ans après l'exposition elle-même. Ici même à Morsinx, il y a des gens qui ont été touchés, puisqu'il y a eu des fautes inexcusables d'employeurs qui ont été données. Bon, ne pas détruire l'amiante et la mettre en décharge, c'est aussi se retrouver peut-être avec un problème dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, les décharges n'étant pas un trou aujourd'hui qu'on rebouche et dont on ne s'occupe plus, c'est quelque chose dont les gens pensent à les réhabiliter. Si l'amiante est là, c'est un peu plus compliqué. Donc pour toutes ces raisons, cette usine est assez unique, cette première usine d'Inertam. Elle reste un peu le cœur de notre attachement, j'allais dire ici. Et c'est aussi pour ça que et là je peux dire vraiment j'ai souhaité que la nouvelle usine et que les nouveaux développements se fassent ici. Parce qu'il y avait, bon, Europlasma, si vous avez suivi un peu ça dans la presse, Europlasma est la maison mère d'Inertam que j'ai créée il y a 20 ans. Pile poil, a subi quelques attaques de fond un peu partout, dans tous les sens, 2008, 2009, bon. On s'est défendu et en fait c'est ici qu'est un peu le berceau de la technologie et que je retrouve une capacité, y compris d'ingénieurs, capable de mettre tout ça en œuvre. Et je suis assez heureux de pouvoir étendre un peu ce site ici. Ça c'est donc cette usine d'Inertam. Elle emploie 45 personnes sur site et il y a 6 commerciaux qui sont en France et en Europe pour attraper l'amiante qu'on peut attraper. Vous voyez ici sur la droite, alors quand je suis arrivé, EDF avait monté deux fours ici qui ne fonctionnaient pas très bien, d'où leur perte, qu'on a ferraillé. À la place, vous voyez des structures qui portent des panneaux photovoltaïques parce que c'est la mode en ce moment. Mais plus intéressant, ces structures abritent des installations d'essai. Et cette usine que vous voyez là, avec la grue de Rollin là, qui est en train de monter ça, c'est une petite sœur de l'autre qui est à côté.
Là, nous gazéifions le déchet, c'est-à-dire que nous nous adressons à du déchet tout venant, vos ordures ménagères, les déchets industriels du département, etc. Et ici, nous le faisons à toute petite échelle pour tester différents types de déchets, pour, j'allais dire, avancer dans la connaissance. Et nous faisons ça avec un groupe japonais qui s'appelle Kobe Steel, que je connais depuis très longtemps, à qui j'ai vendu des licences d'exploitation et des torches à plasma au Japon, et qui a décidé de nous amener sa technologie, c'est-à-dire c'est un équipement qui fait 100 tonnes, de le payer, et puis que nous mettions notre torche à plasma au bout pour savoir si on pouvait faire quelque chose ensemble. Donc là-dessus, on est en devenir, hein, on est en vrai démarrage, mais ça c'est le futur. Avec ce type d'usine, on ne va pas créer d'énergie tout de suite, c'est du labo plus si vous voulez. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va être capable probablement, avec le gaz qui sort, de compresser ce gaz et avoir du carburant de deuxième génération. On va avancer dans cette connaissance aussi. Tout ce qui a trait à la gazéification des déchets, je vous expliquerai en détail tout à l'heure pourquoi c'est intéressant de se lancer là-dedans. Ça n'a rien à voir avec de l'incinération, ça ne brûle pas, ça fournit un gaz, et ce gaz-là peut être soit mis dans des moteurs, c'est ce qu'on va faire là-bas, on va faire de l'énergie électrique essentiellement, et puis plein d'eau chaude, ou ici on va essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire de raréfier ce gaz pour pouvoir le compresser, le mettre en bouteille, et que ça serve de carburant voiture. Alors c'est pas du tout une vue de l'esprit, hein, ça a été prouvé, ça a été fait. Madame Merkel a rempli sa Mercedes il y a 5 ans avec une installation similaire. Monsieur Schwarzenegger a pris un A320 depuis Denver jusqu'au congrès où on avait mis dans l'avion des carburants entre guillemets agricoles, mais produits par cette méthode-là. Le problème, c'est qu'en France, il n'y a rien de vraiment très organisé autour de tout ça. Il y a des grands lobbies type EDF, Areva, Total, qui sont bien dans leur rôle, mais qui ne souhaitent pas avancer là-dedans. C'est trop futuriste pour eux, si vous voulez ça. Donc c'est la PME qui innove, et elle n'innove pas toute seule. Elle innove avec des partenaires japonais qui sont beaucoup plus gros que nous. Kobe Steel, c'est 15 000 personnes, c'est le numéro 3 de l'acier japonais. Et puis comme tous les Japonais sont très diversifiés, peuvent peut-être faire des pianos, des mobilettes à la japonaise. Mais là-dessus, ils sont assez forts, et nous on est très fiers quand même qu'ils soient venus ici. L'autre solution eût été que nous ayons pris notre torche pour aller la faire fonctionner au Japon. Mais là aussi, j'avais